Bonjour, bienvenue dans cette table ronde qui est donc consacrée à la e-santé et à sa place dans les politiques européennes. Quel rôle l'Europe peut-elle jouer en matière de télésanté? Comment est-ce que l'Europe se prépare aujourd'hui à mobiliser les acteurs de tout ce secteur, qu'ils soient soignants, qu'ils soient malades, qu'ils soient industriels? Et on va donc avoir la chance d'avoir avec nous ce matin, qui va nous rejoindre tout de suite, Terje Petso de la Commission européenne de l'unité H1 Santé et Bien-être, qui va venir me rejoindre. Rolf Bergström, qui est directeur de la santé au sein des instances norvégiennes. Pareil, il a fait beaucoup de kilomètres pour nous faire le plaisir d'être des nôtres à Castres-Mazamet. Il va nous parler de cette grande expérience de télésanté qui est en train de se passer dans tous les pays nordiques, Norvège, Suède, Danemark et Finlande, qui sont en train d'unir leurs forces. Joan Cornet, qui a longtemps été l'une des chevilles ouvrières de TIC Salut, l'agence catalane de télésanté, qui travaille aujourd'hui à ECH Alliance, qui est une organisation qui s'efforce de rapprocher les industriels du secteur de santé. Et puis Jean-Jacques Romatet, qui nous fait le plaisir d'être des nôtres, j'ai envie de dire pratiquement comme chaque année, qui a migré ces derniers temps du sud vers le sud, puisqu'il a quitté Toulouse pour prendre la direction de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Voilà. Installez-vous les uns et les autres. Terje Petso, on voit qu'aujourd'hui, on a des systèmes de santé qui sont quand même des systèmes extrêmement nationaux. Chaque État est assez souverain en matière de santé, que ce soit dans les fonctionnements, dans les remboursements, dans les financements. En quoi l'Europe vient-elle mettre son nez à son tour dans ce domaine, et particulièrement dans la télésanté? En quoi ça l'intéresse l'Europe, tout ça? Bonjour, merci beaucoup. En fait, je voudrais parler français, mais je pense que ce n'est pas possible pour moi d'envoyer mon message. And I will switch to English. I'm sorry. But let's say that it's equal. Then I saw few people in the previous session using the translation. So now there will be more people using the translation. So thank you very much for your question. Thank you very much for the invitation. I think that it's a great event, and I'm really glad to be here and talk about what we do in the European Commission as regards the e-health. So yes, you are right. E-health is a national competence. So it is up to each member state to organize the way it works, the way it is using the new technologies, the way it is reimbursed, the way people use the services. However, nowadays there are a lot of reasons actually. Well, there are all the reasons why people travel a lot, why people move abroad, why they work abroad. And it is not, unfortunately, always with the good conditions, with the health, but also it could be related to the sickness. So there are the reasons why we need to agree on how the healthcare is delivered across the borders. And that is set up in a directive that addresses the patient rights on cross-border healthcare. In that directive, there is also one article which is about e-health, and that concerns these aspects of e-health which are relevant for delivering healthcare across the borders. It is about the electronic health record, so that the doctors in another countries may have an access to your health record in your member state. And it is about the electronic prescription as well, so that if you go abroad and you have forgotten your medications, for example, that you can get your medication prescribed by your doctor in a pharmacy abroad. So that is, of course, a wide set of questions that needs to be addressed. But there are also other issues that bring this e-health at the European level. J'appuie sur un point que vous venez de dire et qui est très important. On parlait jusqu'à présent de possibilités de soins, souvent entre pays frontaliers européens ou dans des zones frontalières. La Commission va aujourd'hui plus loin et parle de droit aux soins des citoyens européens partout en Europe. Ce n'est plus la même chose. You mean the right to have a healthcare in all everywhere in Europe? Well, you know, that is not actually the new right. It exists since 1968.
So the emergency care certainly has been covered already for many years for all European citizens. This directive brings it into a bit of new light as well. It summarizes all existing legislation existing already in the EU, puts in one document, but it also adds some additional elements into this. For example, the right to go and consult the doctor abroad, even if it is not happening at the time of traveling or working abroad, but you just go and find the doctor. For example, you live in a town which is bordering with another member state, and in your town there is no specialist of this disease, so you can go to a neighboring member state where the doctor is nearby. Or, for example, the question of rare diseases, where diseases which are not so often present in the population. We have certain centers in some countries who are really focused on this disease and where people can get the best quality because there is a knowledge, so that they can use this opportunity the best. Vous commencez déjà en fait à nous parler de coopération européenne, soit entre centres de recherche, entre personnels soignants ou autres. On peut dire aujourd'hui que dans le plan 2020, le plan 2020 de la Commission, on a des directives ou des directions qui sont très claires en matière notamment de télésanté. Ce sont lesquelles aujourd'hui les directions que vous préconisez? This action plan 2012-2020, we can. It's not long, actually. It's a paper like this, I believe 20 pages. So, but we can say that it's divided into 4 major areas of activities. It's about the interoperability, so that we will put the systems working together from the technical point of view, that they can be connected, from the semantic point of view, because we have a question of languages, so that if a French citizen, for example, needs a health care in Sweden, so that Swedish doctors can understand what the French doctors have written in the record. And you cannot Google that translation, you know, it can be quite confusing. So there has to be the semantic system in place that the healthcare professionals have agreed the terminology to use, and then the system will translate into the language that is not confusing. Then it is the question about the organizational, because as a medical doctor by background, I can say that sometimes the doctors I see as the most conservative profession. So in order to do some changes in the organization, you also need some cooperation to share the experience and to agree how the systems could function together. And then the 4th area is the legal questions. For example, if the doctor in France would like to offer a telemedicine service for citizens of Austria, then how this legally is addressed, this issue. So that's one, the interoperability. Then the second area that we address is the question of wider deployment. We have quite good solutions available, but not widely used. So the question is why we don't use them. It is in some ways because we don't have the knowledge, we have not shared it enough. It is a perfect opportunity here, the eHealth University, to share this information, to talk about the solutions that are available and to improve the deployment. But it is also about the literacy, because for example, the study that was made among the GPs and the hospitals in the EU recently showed that the doctors actually lack the digital skills. So that is important, that if you come up with a new solution, then you have to provide the training. But also, we need to improve the knowledge of citizens. Because if we talk about the electronic health record, and what we say clearly is that people have to have an access to their electronic health record, it means that they also have to understand the electronic health record, not just read something complicated in a medical terminology, but also to make it really simple and understandable language for citizens as well, so that they could improve their disease managing themselves and to improve their participation in that disease management, as also was said in the previous session. The third important area is to support research and innovation. It means that
if you look at the Horizon 2020, the new research program at the EU level, which is following the Framework Program 7, societal challenges are one of 3 important pillars. It's actually in 3 pillars, and the societal challenges, including health, is one of them. So we will support the industry. Big part in that Horizon 2020 is on SMEs and to improve their participation, and also to support the deployment, so that if, for example, here in Midi-Pyrénées there is a fantastic solution in use, then we can support this deployment of that solution also in other member states. And the 4th part of it is the international cooperation. We don't only cooperate within the EU, but also across the borders of EU with other countries. For example, we have a memorandum of understanding signed with the United States. We work together on 2 aspects mainly, on interoperability, sharing electronic health records, because people also travel these directions, and also to how to improve the digital skills of healthcare professionals. That's another pillar that we are focusing on. And then we also have a project which is, we cooperate with, for example, the South Mediterranean region. Terje Petso, vous insistez, donc je rappelle, sur ces 4 directions qu'indique la Commission européenne, qui sont l'interopérabilité, le soutien, l'élargissement plutôt du déploiement de la télésanté, le soutien à la recherche au développement, à l'industrialisation et la coopération internationale. Comment est-ce que tout cela va se traduire concrètement? Est-ce qu'il y a des budgets supplémentaires qui arrivent, qui vont pouvoir être alloués aux uns ou aux autres? Est-ce qu'il y a des actions concrètes sur le terrain que vous allez mener, ou est-ce qu'au contraire vous attendez que les actions remontent du terrain vers la Commission européenne? Both. Both. Actually, yes, as I said, that Horizon 2020 is the financial instrument for research and innovation, and also the wide-scale deployment. Previously, there was 2 funding instruments. Framework Program 7, that was on research and development, and then the Competitiveness and Innovation Program, that was towards the deployment, which now is put in 1. So both directions, both projects and initiatives can be funded now from Horizon 2020. As regards the interoperability, there is also the plan to set up the Connecting Europe facility, which unfortunately lost during the negotiations on the multi-annual financial framework quite a lot of money that was initially envisaged in it. But nevertheless, we hope that we can support the interoperability across the borders from that instrument as well. And as I would say that the very important sentence, it's 1 sentence in this action plan, but it says that it is the Commission document, but it is not only what the Commission does, it is also what is happening everywhere. So it's kind of directions, but everybody's input is important. Justement, je me tourne vers Jean-Jacques Grosmatet, pour vous qui dirigez des hôpitaux, qui avez été aussi l'un des pionniers de la télésanté. C'est assez paradoxal. On voit qu'en France, la télésanté se développe de manière expérimentale. Elle a encore des difficultés à se développer à de large échelle au minimum national. Et puis là, l'Europe vient nous voir et nous dit non mais allez-y au niveau européen sur des projets encore plus ambitieux dans les directions qu'on vous indique. Alors qu'a priori, la santé n'est pas une des préoccupations majeures de la Commission européenne. Quel est votre regard à vous là-dessus? J'ai envie de dire des choses assez contrastées par rapport à votre question. D'abord, ce qu'on vient d'entendre est à la fois très, très positif, mais c'est encore une direction, c'est encore un élan. Je vais prendre un exemple. La directive européenne dont vous venez de parler, qui est une directive qui nous donne beaucoup d'espoir, qui permet d'envisager que les malades puissent aller en Europe et qu'il n'ait à payer que la différence entre le coût dans le pays où ils vont et le pays d'où ils viennent. Mais cette directive, pour être, je dirais, réellement applicable, a besoin que chaque État fixe les montants des tarifs qui peuvent être appliqués. Je peux vous dire qu'en France, ce n'est pas fait. Et donc, aujourd'hui, si nous voulons appliquer, par exemple, la directive européenne dont l'application est là en septembre 2013, autant que je me souvienne, c'est ça,
2013, aujourd'hui, elle n'est pas applicable. Et donc nous sommes prêts à faire, je dirais quand j'étais à Toulouse, on s'était préparé à accueillir des malades étrangers, à Marseille bien sûr, avec l'ouverture sur la Méditerranée en particulier, mais aussi nous sommes très sollicités, comme nous l'étions à Toulouse, par les malades anglais par exemple. Eh bien, cette directive européenne n'est pas aujourd'hui totalement applicable. Donc oui, c'est bien, mais il est encore un peu loin de la coupe aux lèvres. Ouais. Alors, je ne parle pas là de la e-santé, je reviens deux secondes à la e-santé. Sur la e-santé, de façon claire, il y a une sorte là aussi de distorsion entre les possibilités techniques et la mise en œuvre pratique. Ce matin, Monique Cavalier a donné quelques indications de la part d'un directeur d'ARS qui sait de quoi elle parle et qui a la volonté de faire avancer. Ce qui n'est pas toujours le cas d'autres. Je dirais, on est très dépendant finalement de la tête de ceux qui animent une région, parce que pour que la e-santé avance, il faut beaucoup d'ingrédients. Il faut que beaucoup d'ingrédients soient à la même température. Elle a parlé de stratégie, elle a parlé d'organisation. Je crois que c'est le mot sur lequel je voudrais tout petit peu faire un commentaire. Si nous n'allons pas aussi vite que nous le voulons en matière de e-santé, c'est parce que c'est l'organisation qui doit être transformée. Et elle est plus particulièrement difficile dans le paysage français, parce que le paysage français est un paysage balkanisé, avec des acteurs de santé qui n'ont pas les mêmes modes de rémunération, qui vivent dans des systèmes très cloisonnés. C'est assez différent d'autres pays, de la Grande-Bretagne, de l'Espagne, de l'Italie, où les pouvoirs régionaux ou nationaux sont plus forts et les systèmes plus simples. Et donc ici, il faut franchir beaucoup d'obstacles avant de mettre en place une organisation, je dirais, correcte. Et puis, dernier point, pour ne pas monopoliser la parole, accéder aux moyens européens nécessite aussi qu'on soit, je dirais, très structuré dans la présentation des projets. Parce que accrocher des financements de l'Europe, c'est quand même pas une affaire toute simple. Il faut parler un peu l'espéranto européen. Il faut préparer les dossiers avec un vrai savoir-faire. Donc il faut être très structuré pour ça. Donc organiser, franchir les obstacles des cloisonnements du système de santé et s'adapter pour avoir de bons projets et les porter à l'Europe. Jean-Jacques Romata, je vous repose une question, alors peut-être simple ou peut-être même simpliste. Dans ce système balkanisé de la e-santé que vous décrivez en France, si on rajoute l'étage européen derrière tout ça, est-ce qu'on rajoute une couche supplémentaire à notre millefeuille, ou est-ce qu'au contraire, ça peut être une fenêtre échappatoire et une opportunité pour aller plus vite ? Ce n'est pas une couche supplémentaire, c'est incontestablement un appui par les financements que peut donner l'Europe, c'est un appui par les droits qu'elle permet finalement d'obtenir. On a commencé par des droits transfrontaliers, et puis après, par la jurisprudence, les droits se sont un peu ouverts, et maintenant par cette directive, l'ouverture est possible, sera bien supérieure. Donc je dirais l'Europe nous ouvre des portes, mais elle ne simplifie pas le système français. Et le système français reste un système horriblement compliqué, et pour pouvoir développer des projets et ensuite des projets compétitifs, il faut d'abord faire tomber beaucoup de cloisons à l'intérieur même de notre pays. Alors je me retourne vers Terje Pezzo et ensuite on verra avec les autres intervenants. Il y a beaucoup de choses que nous dit Jean-Jacques Romata dans son intervention par rapport à ce que vous nous avez dit. Il nous dit, entre autres, il y a loin de la coupe aux lèvres. C'est-à-dire qu'il y a le rêve européen, les directions que peut donner l'Europe, mais ensuite au niveau des États, c'est extrêmement compliqué à appliquer dans la réalité. Alors, est-ce que vous constatez ça? Est-ce que c'est un problème franco-français ou est-ce que vous le constatez un petit peu dans tous les États européens? No, I don't think it's the French problem only. As I said, that it is the conservative part of the society, because I think that and I can say here as a medical doctor, that if you have some experience, then for your patients you want to, first of all, try what has worked so far. So if it doesn't work, then you go to something new.
So I think that electronic health record, for example, is not something that affects patient directly. We can get a lot of good results out of using electronic health record for the research purposes later. But it is this is here about the changing the way of working. If you are used to write your record, then you have to start typing it on a keyboard. It is a different procedure, so it can be some kind of resistance in the end user level. And I'm not talking about the government level where the decisions have to be made sometimes about the financing, for example. Introducing a new system, it needs money. So I think that it's kind of universal problem everywhere. And maybe what bigger is the country, it's more difficult. I see that the smaller countries or regions actually take up it easier. Donc pas forcément des problèmes organisationnels, mais des problèmes culturels finalement de la manière dont les gens utilisent la santé. Juste une dernière question avant de passer la parole à Joanne Cornette. Vous verrez qu'elle fait le lien entre les deux. On a longtemps entendu dans cette université, on a longtemps vu des Européens, on va dire du Sud, plus latins, rêver devant ce qui se fait en Scandinavie ou ce qui se fait dans les pays du Nord en disant la télémédecine se développe plus facilement dans les pays germaniques ou scandinaves que dans les pays latins. Ils vont plus vite que nous. Est-ce que vous constatez, vous qui avez un regard européen très large, cette coupure entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud? I don't think so. I think that you're doing very well in Spain in terms of implementing these tools. Maybe it is true that in northern countries a bit more has been done at the governmental level, at the country level. In my country, I'm from Estonia, it's easier. We have 1.3 million people in Estonia, so it's quite easy to introduce a new system at the country level. It is, as once a colleague from Paris said, that 1.3 million, why do you need a president? You need a mayor. So I think that it could be related to the size of a country. It could be related to the complexity of a system, how it is set up, how it is organized. And as my head of unit says, if you apply it, e-health is not the solution for the system. If you apply e-health to the chaotic healthcare system, then you get the chaotic healthcare system with e-health. Joanne Cornette, votre sentiment, plusieurs choses. D'abord, est-ce qu'on a une coupure entre l'Europe du Nord ou l'Europe du Sud en matière de télémédecine, en recherche et en application? Je ne pense pas. Je ne pense pas ça. Comme disait bien la Commission européenne, c'est qu'il y a ces systèmes de santé différents. Alors, des systèmes de santé gérés, comme disait très bien déjà, le régional, c'est plus facile. C'est plus petit, c'est plus facile à gérer. Mais aussi, comment le système de santé est un système qui est intégré. Le cas chez nous, en Espagne, c'est qu'on a une santé qui est intégrée. L'hôtel de famille et l'hôpital, ce n'est pas les mêmes, c'est presque les mêmes. Okay? De façon que l'information qu'on a à niveau de médecin de famille, c'est accessible de l'hôpital. Le même de l'hôpital, médecin de famille. Alors ça change beaucoup, ça fait plus facile d'appliquer les technologies dans un système qui est cohérent. Il y a une chose que vous dites souvent qui est très paradoxale. Vous dites on a des difficultés à muter souvent vers des modèles de télémédecine ou de télésanté parce qu'en fait, on a des systèmes nationaux de santé qui sont déjà très performants. Et pourquoi est-ce qu'on irait changer aujourd'hui quelque chose qui fonctionne très bien? C'est une bonne question. Ce qui se passe, c'est le suivant. Il ne faut pas confondre les instruments avec les résultats. Tout le monde aujourd'hui, 20e siècle, nous sommes dans la révolution digitale. Ça va tout changer. Il est vrai, ça change tout. La façon que nous vivons, que nous travaillons, que nous enjoyons la vie. Ça va arriver dans la santé. Parce que la santé, notamment, c'est de l'information. C'est information. Alors, ça, c'est digital. On peut le transmettre, on peut l'envoyer, on peut le partager, etc. Et ça change tout. Alors, ce qui se passe, comme bien disait, il n'y a pas de résistance. Il y a une science médicale très forte. Il faut dire que dans les 5 dernières années, la science médicale a fait des progrès extraordinaires. Extraordinaires. Alors, ils sont fiers de ça. C'est comme vous disiez, c'est vrai qu'il y a des choses qui marchent bien.
Mais ça, ce n'est pas pour toujours. Alors, ce n'est pas la télémédecine, c'est un instrument. Ça va changer aussi. C'est à voir comment on digitalise la santé et comment les patients deviennent les centres du système, pas un objet autour. Je vais encore plus loin dans cette question. Vous nous dites le problème, c'est comment on digitalise la santé dans un monde qui est en train de changer très vite autour de nous, alors que le système aujourd'hui, finalement, il marche plutôt bien. Et là, vous dites attention, parce que si on ne va pas à la vitesse de changement du monde, on va être perdu, on va rester derrière les autres. Et vous dites, je constate aujourd'hui, par exemple, qu'en matière de télémédecine ou de télésanté, on arrive à faire des choses en Afrique qui sont impossibles à faire à Toulouse ou à Marseille. Quel type de choses, par exemple? Je pense qu'il faut, à présent, on va bouger très vite de e-santé à m-santé. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas s'oublier que dans le monde aujourd'hui, presque tout le monde a un smartphone. Presque tout le monde. En Afrique, je disais avant, en Afrique, c'est plus facile d'avoir un téléphone portable que d'avoir de l'eau potable. C'est comme ça, c'est une tragédie, mais c'est comme ça. Alors, en Afrique, il y a beaucoup d'expériences santé très performantes parmi les téléphones. Alors, mais ce n'est pas les gadgets, ce n'est pas l'instrument. C'est un téléphone, c'est une tablette, et d'ici 10 ans, ce sera une chose différente. On ne sait pas quoi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec ça, on personnalise, on arrive à la médecine personnalisée. Alors, qu'est-ce que vous faites justement? On n'est plus en télésanté, mais en M-santé, en mobilité. Qu'est-ce que vous faites en Afrique et que vous ne pouvez pas faire à Toulouse et que vous aimeriez bien faire à Toulouse? On peut le faire aussi, mais je donne un exemple concret qui se passe en Afrique. Il y a en Abu Dhabi, c'est pas l'Afrique, c'est au Middle East, mais il y a une télécom qui s'appelle Etisalat, qui ces marchés, les marchés, c'est plutôt des pays, c'est Afghanistan, c'est Pakistan et c'est la partie d'Afrique de l'Est. Il y a une partie importante qui est l'islam. L'islam, c'est la loi, etc. L'islam interdit qu'une femme puisse aller à l'hôpital pour accoucher l'enfant. L'enfant doit accoucher chez elle. Mais l'islam ne dit pas que l'hôpital peut appeler la femme à aller à l'hôpital. Alors, ce qu'on fait, c'est le suivant, c'est que pendant toute la phase de la femme enceinte, on a un suivi médical à distance avec le téléphone. Il y a des questions qu'on pose, et quand il y a des questions que la réponse fait qu'il y a un certain risque, l'hôpital appelle cette dame à aller à l'hôpital. Donc on peut faire en Afghanistan, Pakistan, du suivi des femmes enceintes par la mobilité, par le smartphone, et ça on ne peut pas le faire en France. On peut le faire aussi, c'est pas interdit. Mais laissez-moi finir. Ça, une chose encore, c'est que aussi la loi, la charia, interdit une femme d'aller à un docteur sans le permis de son mari. Alors, le téléphone portable permet que le mari autorise la femme à partir. Appelle la femme à accoucher dans l'hôpital, revient chez elle, et le suivi de l'enfant, ou de récent baby, non? Alors c'est fait par téléphone aussi. Et ça existe, et ça, il y a des statistiques clinical based, qu'il y a moins de morts, des femmes qui meurent avec l'accouchement. Je sais que ça vous énerve beaucoup lorsque vous prenez votre smartphone et que vous pouvez consulter votre compte en banque ou votre compte d'assurance ou votre compte iTunes ou vos musiques ou vos films, tout ça, dans la seconde près. Et en santé, aujourd'hui, très peu d'applications, alors qu'on pourrait faire beaucoup plus de télésuivi. Mais ça va arriver. Écoutez, je suis très positive. Ça, on le sent, on le sait. Écoutez, la vérité, c'est la suivante. On a des smartphones il y a 7 ans, 8 ans. Non, le smartphone, l'iPhone premier, c'était le premier. Il y a 7 ans, c'est rien. Il ne faut pas être trop impatient. Ça va venir petit à petit. Ce qui est important, c'est la seule chose que je pense qu'il ne faut pas oublier, qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas avancer dans la santé sans les docteurs et les infirmières. C'est-à-dire que tout ce qui est, à part ça, c'est échec. Des apps, des compagnies, ça ne sert à rien. Ça sert quand il y a, c'est un contact, c'est un suivi, c'est un contrôle, c'est un monitorage de l'infirmière, du docteur, avec moi, sinon ça ne marche pas. Ça va marcher aussi, je sais, parce que vous dites qu'on est en temps de crise. Et on a finalement quelque part une chance là-dessus d'être en temps de crise. Oui, c'est une crise, ce n'est pas seulement économique, c'est une crise culturelle. Il y a une partie positive aussi, la crise, toujours, il y a une partie positive. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous sommes des humains, on dit, il y a 40 000 ans que nous sommes des humains. Ça fait 20 fois 2000, c'est énorme. En 100 ans, tout a changé beaucoup, alors ça change beaucoup. Alors, ce qui se passe ici, c'est qu'à niveau, cette crise culturelle fait qu'à présent, les citoyens, par tout le monde, regardez l'Égypte, c'est l'exemple, les gens sont chaque fois plus indépendants
plus capable d'exprimer ce qu'il veut exprimer. Et ils font avec on ne pourrait pas envisager ce qui se passe en Égypte, je ne juge pas, ce n'est pas une question politique, je ne vais pas entrer. Mais comment faire tout ce qui est passé là sans mobile phone? Sans les réseaux avec sociaux. Twitter, avec Facebook, avec quelque chose comme ça. C'est comme ça. Comment ça retrouve les gens? C'est le message. La difficulté qu'on a, c'est la suivante, c'est qu'il n'y a pas de leadership. C'est différent. Mais il y a de communication, ça. C'est très important. Alors, tout ça, ça fait que le citoyen, c'est beaucoup plus empowered, c'est beaucoup plus, avec beaucoup de pouvoir. Il va chez son docteur, il dit, docteur, hier, oui, la semaine dernière, vous m'avez dit ça, mais je suis allé à Internet et j'ai toute cette information qui ne dit pas les mêmes que vous dites. Alors, il y a encore, mais encore une fois, je finis tout de suite, c'est qu'il y a une chose qui va arriver très vite, c'est la partie génomique, la génétique. À présent, un test qui coûtait des millions de dollars, à présent, ça peut coûter $1000. D'ici 5 ans, ça va coûter 100 euros, 100 dollars. C'est que ça change beaucoup et tout ça va arriver très vite. Et les gens ils souhaitent avoir ça, cette disponibilité. Ils veulent gérer sa santé avec le docteur, évidemment, avec l'infirmière, mais pas sans les patients. Je passe la parole à Jean-Jacques Romatet tout de suite. J'ai l'impression à vous entendre qu'on est quelque part au milieu du gué, qu'on a un espace de gué à franchir. Joanne Cornette nous dit beaucoup de choses. Effectivement, on a un système aujourd'hui de santé dans nos pays qui est très performant. Mine de rien, on y soigne bien les gens et les médecins, les soignants sont fiers de ce système de santé. Et pourquoi est-ce que l'on irait changer quelque chose qui tourne bien? Et d'un autre côté, il nous dit attention, la télésanté, elle progresse un peu partout autour de nous. Et grosso modo, si on n'avance pas dans ce sens-là, on va être largué, pas que financièrement, mais aussi culturellement. Et vous l'avez bien dit tout à l'heure, dans nos États balkanisés, on a du mal à faire changer notre système. Et puis, il nous dit quelque part, la crise, finalement, c'est une très belle opportunité pour se remettre en question et aller de l'avant. Comment est-ce que vous réagissez un petit peu par rapport à tout ça? Je crois que Madame a dit que le monde de la santé est un monde assez conservateur, et je pense qu'elle a raison. Et ça a expliqué, notamment en France, que nous soyons très en retard sur la question de la transmission de l'information en santé. Là, nous sommes très clairement en retard sur nos amis espagnols. On est encore en train de chercher le dossier du patient. Moi, j'ai vu 8 millions de dossiers chez nos amis andalous il y a 5 ou 6 ans. Il est en place, avec des aides européennes, mais quand il y a eu une volonté d'un gouvernement local, régional, la réalisation s'est faite. Donc, je pense que là, il y a un vrai retard culturel, justement parce que je crois qu'on était relativement à l'aise et plutôt bien. Et donc, pourquoi changer quand tout va bien? Par contre, je pense qu'il y a un phénomène qui est un peu contraire à ce que vient de dire Joan Cornette. C'est un phénomène qui est exactement le contraire de ce qu'il vient de dire. L'information, elle peut aller très loin, on peut soigner très loin. Par contre, la santé moderne, c'est aussi une concentration des savoirs. Aujourd'hui, tous les directeurs d'agences régionales de santé, à la fois y contribuent et luttent contre cela. Les petits centres ont beaucoup de mal à vivre. On concentre le savoir parce que nos médecins ne veulent pas travailler, je dirais, de façon isolée. Et donc on a ce double phénomène très contradictoire d'une concentration du savoir, des technologies, des équipes, et en même temps une possibilité de diffuser très large. Ces deux phénomènes sont sincèrement complètement contradictoires. Mais je pense qu'ils ne vont pas l'être durablement, contradictoires, parce que rien n'empêche, grâce à l'e-santé, de diffuser une partie de ce qui est fait dans des lieux concentrés, de le diffuser jusqu'au domicile. Et les générations nouvelles vont tirer cela. Nos jeunes, quand ils n'ont pas le smartphone ou qu'ils l'ont perdu, ils sont paniqués. Parce que le smartphone, il est quasiment greffé sur la personne. Et donc, ça va tirer le système. Mais il y a l'autre phénomène, il ne faut pas l'oublier, qui est que la technologie, le fait de creuser des disciplines toujours plus profondes nécessite d'avoir des concentrations de savoir. Comment va-t-on, je dirais, faire le lien entre ces concentrations et, je dirais, la possibilité de diffuser dans nos régions, pas seulement au fond de l'Afrique, mais dans le fond de l'Aveyron ou du Gers? C'est une problématique très actuelle et qui met en cause dans notre pays la devise même de notre pays. L'égalité d'accès aux soins, dans notre pays, est actuellement en véritable régression pour des raisons qui sont à la fois
dont nos gouvernements ont conscience, hein, qu'ils essaient de combattre, à la fois pour des raisons de fin de la France rurale, mais qui laissent, je dirais, encore des zones avec beaucoup de population, mais qui sont loin des centres, et puis pour des raisons de paupérisation, notamment dans des secteurs urbains, où l'accès à la santé est également très difficile, alors qu'on n'est pas très loin des centres. Mais les gens n'y accèdent pas. Donc comment on fait aussi pour faire que ces gens accèdent aux soins? Ça, c'est une autre question. N'oublions pas ce que vous dites avec beaucoup de justesse, la télémédecine, ce n'est pas que l'accès dans des zones très rurales ou des zones très éloignées, c'est aussi l'accès dans des zones de paupérisation urbaine. On a un véritable problème d'accès à Marseille, la santé. on parle souvent des quartiers nord de Marseille où il y a davantage de kalachnikov que de médecins généralistes. Et je peux vous dire que l'un des principaux problèmes de quartiers comme ceux-là qui ont été abandonnés par la République, c'est qu'il n'y a pas de service, ni de transport, ni de service de santé. Et je crois que la moindre des choses, pour rétablir, je dirais, la devise de notre République, c'est d'amener, je dirais, les soins et la santé, comme disait Monique Cavalier ce matin, près des gens. Et c'est ainsi qu'on renouera le lien social. Ouais. On dit beaucoup de choses depuis le début de cette table ronde, ces directions qui nous sont montrées notamment par la Commission européenne, pas que par la Commission européenne, mais pas aussi par les États, d'aller plus loin dans le développement de la e-santé, les difficultés qu'on peut rencontrer au niveau national, au niveau réglementaire, au niveau organisationnel, au niveau culturel pour aller de l'avant. Ce que nous dit aussi Jean-Jacques Gromatet avec ce phénomène que la télémédecine ou la télésanté reste encore trop au stade expérimental, local, régional, mais rarement au-delà en France. Moi, je vous propose d'aller en Europe du Nord, voir quelque chose qui se passe au niveau de la télémédecine, qui va se passer pas seulement au niveau national, mais cette fois-ci à un niveau international entre 4 pays qui vont travailler ensemble sur un projet commun avec donc Rolf Bergström qui nous fait le plaisir d'être des nôtres aujourd'hui, qui est directeur de la santé en Norvège. Beaucoup de choses qui sont en train de se passer chez vous du côté de la Norvège. Tout d'abord, on peut parler de ce projet de suivi des personnes à domicile, notamment les personnes les plus âgées. Vous allez leur placer des capteurs à domicile. Qu'est-ce que c'est que vous allez placer? Qu'est-ce que vous cherchez comme information? Comment va se développer ce projet? Yeah, first, Norway started with telemedicine many years ago. We have worked with telemedicine for the last 20 years, I think, so and that's the situation in the Nordic countries. But at the moment, we are looking more into the ambient assisted living and how can people stay at home longer and not go to nursing homes or maybe to hospitals. So we're working a lot of that, and we got a white paper from a government some months ago. We have got 2 white papers. One of the white papers is about one patient, one medical journal. So we want one medical journal, maybe one central storage. We have not agreed about the architecture, about that. But one storage for each medical, and each person in Norway will have one medical journal. So if he's coming to hospital or if he's coming to GPs, they will use the same journal in the future. Ouais, on sent l'importance de la totalité de la population. Si je reviens à ce projet de capteurs, entre autres, dis-nous-en un petit peu plus sur ce projet, s'il vous plaît. Yeah, so to have this work, we have to change the law. We have to change the law. So today it's not allowed, but you have to change the law, and the government are going to change the law. And next thing, we're going to make it mandatory to use standards. You cannot use your own system and use your own standards in a hospital or in a community. You have to use the national standards. So it's also mandatory to use the standards. And we have to develop with standards, and that's the important part. We have to use European standards. We have to cooperate on a European level in the future. But we are working close together with the other Nordic countries. We are working close together with Sweden, Denmark, and Finland. And we want to develop with standards together with them. Not develop with standards, but we have to choose, because you have a lot of standards to use. You have thousands of standards, but you have to choose the right standards. And we want to have the cooperation between the Nordic countries
to choose the right standards in the future. Ouais, vous travaillez donc en coopération entre 4 pays nordiques, hein, Suède, Norvège, Finlande et Danemark, sur l'interopérabilité dont nous parlait Terje Petso et la Commission européenne tout à l'heure, ce qui est donc, on voit la direction que vous prenez pour avoir des standards qui communiquent entre vos 4 pays. Une fois que vous aurez trouvé ces standards qui communiquent entre tout le monde et que vous pourrez échanger des informations d'un pays à l'autre, vous imaginez échanger quel type d'informations et aller sur quel type d'application concrète? We plan to use all kinds of information because in our common medical journal we will have all information. In the medical journal we have information from a specialist healthcare from hospitals. We will have information from a general practitioner, and we also have information from nursing homes and also maybe you can get your private information because in the future you will get a lot of mobile health. We will have a mobile phone attached to the body and devices connected to a mobile phone, and we will supervise, or you will get a lot of vital signs. And this vital signs we will also want to store in this central storage. Ça veut dire que dans le futur, quand vous aurez développé ce projet, par exemple, je pourrais, si je suis suédois, aller passer mes vacances au Danemark ou aller travailler au Danemark. Si je tombe malade et que je dois aller aux urgences et l'hôpital, donc au Danemark, le médecin aura accès sur son écran d'ordinateur à mon dossier médical, ou en tout cas aux informations de mon dossier médical qui le concernent. Yeah, but not between the countries, not cross countries. I think at first time it will be at the national level. Donc d'abord, maybe cross country later, but the cross country, I think the more cross country has to be on the European level. D'abord donc développer au niveau national et puis éventuellement peut-être au niveau international. Terje Petso, prenez le micro. Vous vouliez compléter ce que nous disait Roald Bergström. Là, il est complètement dans ce que vous nous disiez tout à l'heure. It works also, it's red. Yeah, I would like to call your attention to 3 projects actually that are already running with the involvement of different member states. The most important of them perhaps is the project called Smart and Open Solutions for European Patients, EPSOS project, which is addressing this issue of cross-border healthcare record and e-prescription. And the idea is to put together the system that doctors can have an access to an electronic health record from another member state. And also they try how it works to receive a prescription in a pharmacy which is prescribed, the medicine that is prescribed in one member state, but you receive it in another member state. That brings actually on board another issue which is not in the domain of e-health, but is in the domain of identification. Let's say the questions of home affairs. How do you identify yourself, and that in your member state your identification system is also recognized in another member state. So if you go, for example, to the doctor in another member state, then in order to have an access to your electronic record in another country, the doctor has to log into that system so that the system will find out that that is a doctor who comes, so that I have an authentication for that access. And then what is also currently ongoing work from these results from EPSOS project, and that will be discussed in the e-health network, which is the network of the governments of member states, is the minimum data set that needs to be accessible. So that not everything has to be accessible across the border, but the minimum that is needed for providing the emergency health care in another member state. And this question also is similar in the pharmacy, that if I go there, then I have to identify myself as a patient. Then the pharmacist will go to this system, which is allowing an access to the database in another member state, and the system in another member state recognizes that it's a pharmacist who came, so that it has an authority to give this medication. So this is related to the work that is currently also the document discussed in the Council and the Parliament about the e-identification.
So that how do we set it up in a way that all the systems recognize each other and work together, which is actually not easy at all, even it is nothing to do with e-health in that sense. And if I may also add, this project, Palante and Sustains that we are having, where we look at the electronic health records and electronic health systems available for patients in different member states, where they have this question of whether they have an access to this record, what information they receive from there, and also other services that patient could have. For example, I liked very much in Denmark the system where a patient can book the time. That is in many member states actually, that you can book in internet the time for the doctor appointment. But there you also, the patient also can already write the complaints. So that I remember that as a doctor, I remember that sometimes when a patient came, actually they forgot why they came, because this was this nervousness about meeting a doctor. So now they can do it. If they have a problem, they make an appointment, they already write what their problem is, so that the doctor also can prepare for that appointment in advance. Comme un rendez-vous à la banque quand on va demander un prêt immobilier. Rold Bergström, justement, ce que dit Terje Petso, il y a plusieurs problèmes. Il y a les problèmes informatiques de sécurité lorsque l'on développe un système tel que le vôtre, avec le problème d'identification. Alors, ce qu'on entend souvent en France, c'est que comme on n'arrive pas à développer un système d'identification sûr à 120%, eh bien, on n'avance pas et on ne développe rien du tout. Alors, comment est-ce que vous faites, vous, pour continuer quand même à avancer ? Et le deuxième problème, c'est un problème, cette fois-ci légal, de législation. Jean-Jacques Romatet nous le rappelait tout à l'heure. On a tellement de règlements qui régissent aujourd'hui la santé que dès qu'on va avancer dans la e-santé, soit on rajoute du règlement, ou on se heurte à un autre règlement, et moralité, on n'avance pas en réalité. Comment est-ce que vous faites sur donc, ce deuxième point, qui est le point législatif ? Je sais que vous vous apprêtez à faire voter de nouvelles lois pour aller plus loin. Yeah, in Norway we have a unique identification number. So when you're born, you got a unique number. You have the rest of your life. But of course, it's a security problem. But you have also to change the law to make it to make it possible for doctors to work with a common system in the future. So we're going to change the law. Et d'un point de vue législatif, est-ce que vos élus, aujourd'hui, sont prêts à voter de nouvelles lois qui permettent d'aller plus loin et plus facilement dans ces domaines? Yeah, well, law has been go through the government, so that has been decided. So it's no way back, but maybe some are worrying about it. Of course. Jean-Jacques Romatet, est-ce que ça vous fait pas rêver un petit peu ce que l'on entend qui nous vient des pays nordiques? Tout d'abord ces systèmes qui vont être appliqués au niveau national et puis pourquoi pas étendus à un niveau international et surtout appliqués à grande échelle à des millions de personnes dont on va avoir un vrai dossier médical informatisé, accessible, il me disait, pour les infirmières, les médecins, les hôpitaux, selon pourquoi pas les informations qui intéressent d'ailleurs les uns et les autres. Et puis cette facilité qu'ils ont à avancer, à faire avancer la loi et à progresser relativement rapidement. Alors, attendez, hop, il ne doit pas être allumé. Voilà. Ah, ça doit marcher logiquement. Il est possible de rêver, et je dirais on a tout à fait le droit. Pour ce qui concerne, je dirais, la France, regardons notre réalité. Notre réalité, par exemple, en matière de sécurité des données, aujourd'hui, c'est une réalité qui n'est... La sécurité des données entre les transmissions de patients n'est pas assurée. Comme nous n'avons par exemple même pas une véritable transmission sécurisée entre professionnels de santé, les médecins envoient des informations médicales par Internet. C'est clair, c'est-à-dire en rompant, je dirais, toutes les règles élémentaires de la sécurité. Donc quand on a pris du retard et qu'à côté on édicte des normes de sécurité, ben, la pratique va plus vite, elle va plus loin. Et qu'est-ce qui se fait? C'est la sécurité des données qui, je dirais, qui explose. Il y a quelques jours,
nous avons découvert, un patient a découvert à Marseille qu'il a accédé à ses propres données sur Internet parce qu'un médecin avait constitué toute une base de données pour bien faire. Il avait cherché un hébergeur de données. Cet hébergeur de données l'a trompé en indiquant qu'il avait mis un système sécurisé, ce qui n'était pas le cas. Et cette personne a retrouvé ses données d'accoucher sur Internet. Donc on voit bien qu'il y a une vraie distorsion entre le besoin des gens, des professionnels, et les outils que nous avons, que nous nous sommes donnés ou que nous ne nous sommes pas donnés. Et je dirais en France, c'est très clair. Nous sommes dans un retard, je dirais, assez grave. Alors vraisemblablement parce que notre système étant complexe, nous n'avons pas su, je dirais, suffisamment dénouer les chevaux de nos complexités. Notre ancien maire de Toulouse, Philippe Douste-Blazy, avait porté un projet très intéressant sur le DMP, et il avait tout à fait raison. Ceci dit, plus de 10 ans après, il est comme le pêcheur avec nous sommes comme le pêcheur avec son fil qui s'est fait des nœuds, et nous continuons à ne pas avoir, je dirais, un système sécurisé. Et comme je le disais, quand vous allez voir nos amis andalous, quand le médecin reçoit le malade, il a la possibilité d'accéder à 8 millions de dossiers parce que le système est un système plus simple. Et donc je crois que c'est ça l'un des problèmes français qui nous amène à des retards problématiques. Johan Cornet, puis Roel Bergström. Johan, vous vouliez intervenir. Excusez-moi, c'est dans le sens là. Je pense qu'il faut éviter que soit le grand débat de la sécurité. La sécurité, elle est là, il y a des difficultés quelquefois, mais je pense qu'il faut absolument... La technologie a tout. Le bon, c'est l'appliquer. Chez nous, comme vous disait le docteur Maté, c'est que chaque docteur a une carte avec un chip, et c'est une carte officielle qui est émise par l'ordre des médecins. Carte à puce. Un pouce, ça. Alors, ça marche bien. Alors, le docteur, avec ça, comme disait, il arrive dans son cabinet, il met la carte dans l'ordinateur, et ça, c'est automatique. Il y a le même pour les pharmaciens. Écoutez, à Catalogne, cette année-ci, il y a eu 140 millions de prescriptions électroniques. 140 millions. Et ça marche. C'est que la technologie permet ça. Le but, c'est plutôt organisationnel, comme arrive là, que tout le monde est d'accord, qu'il n'y a pas de fighting ou de bataille, bagarre entre docteurs, entre ordre médical, etc. Non. Mais c'est pas, je pense qu'il ne faut pas mythifier. Ça, c'est possible. Ça existe. Et j'ai fini. À présent, nous sommes Mobile Capital avec les tablettes et le téléphone. Comment on a sécurité? Le mois de septembre, on met 5 projets pilotes avec SIM card et sans SIM card. Et ça on va prouver ça, mais il y a des solutions. Ce qu'il faut, c'est le faire et avoir toujours un consensus autour des solutions. Roel Bergström, vous vouliez réagir également. Yeah. This project about this common medical journal just started, and it will be finished in 7 or 10 years. So it's we have some years to think. In the meantime, we won't study other countries. We have 12 countries on the list. We want to study what they are doing in these countries. We have to learn from these countries. But we have also some tools, and one of our main tools is a national health network. We do not use the internet for communication. We have a closed network only for medical professionals and GPs. Justement, je voudrais rebondir. On parle de sécurité, on parle d'empêchement réglementaire, on parle peu d'outils pour arriver, c'est ce que vous développez. Vous travaillez beaucoup, notamment pour les personnes âgées, avec des outils à développer sur tablette du type iPad en matière de télésanté, de télésuivi. Et là, en matière de mobilité santé, de mHealth, comme on dirait tout à l'heure. Moi, j'aimerais bien que vous nous expliquiez pourquoi vous prenez cette direction auprès des personnes âgées de travailler sur de l'iPad, sur la tablette, alors que l'on entend si fréquemment ici en France qu'il ne faut pas aller sur cette voie, que les personnes âgées, Internet c'est très compliqué pour elles, qu'elles n'y ont pas accès, qu'elles habitent toutes très loin d'ailleurs des serveurs d'Internet et qu'elles ne reçoivent pas chez elles et qu'elles n'arriveront jamais à se débrouiller avec une tablette. Il y a un problème de génération. Ça, c'est un discours qu'on entend fréquemment. Pourquoi est-ce que vous prenez un autre chemin, vous, dans les pays du Nord? I think elderly people will use smartphones and tablets, and a big wave with elderly people will come to Norway in next 10 or 15 years. I think it's the same in France. So we have sometimes we have 10 years.
And elderly people in 10 years, I think, will use smartphones and tablets. But we have to simplify the technology. We have to simplify the user interface. Maybe we have to make standards also for user interface. So one button should mean the same thing in different applications. Sergio Pezzo, là on a une différence culturelle d'approche entre Nord et Sud qui est assez flagrante. Attendez. The technology we are talking about. I just wanted to come back to this question about the safety and security of these data. Somehow people believe sometimes that electronic health record is something like Facebook, that the system is available for everybody. At the same time, we are happy to use e-banking. Nobody even talks about e-banking anymore. It's just one part of the banking. So we are not worried about our money or the ways we use it via e-banking. So I think that there are some similarities also in that sense with the electronic health record, that it is then limited access to ours only to the owner of this data, which is a patient, and then to the doctor who is treating or consulting or for the research purposes, but then it is the question of anonymization of data. So it is, we should be careful in giving this message to people that electronic health record is something like this word electronic, which means internet, is the most important part of it. Yes, of course we use internet service for this because it's a way of connection. But the data can, the security on this can be applied quite correct. Of course, nothing is 100% secure nowadays. But why do we think that the paper records are 100% saved? No, I don't think that they also can be accessed by somebody who doesn't have a right. And for example, in my country, the electronic health record, whoever has an access, whoever visits the patient record, has to sign in and identify why. Is it a treating doctor? Is it consultants? It's a research. And if you have none of them, then actually you can be taken to the court because of visiting a record to which you don't have a right, even if you are the medical professional and you have a right to access as a professional. So this is, I think that these things have to be very clear. And what I also would like to say, this is the beauty of the European Union: share and learn. Let's share information that we have, the ways it works, and we can learn from each other. Sometimes it gives an impression that the compromise is something the worst option. It can be actually the best. That if we put together all these things that we know and that work, we can come up with the solution which actually offers the best service for our objectives. Belle parole. Qui donne de l'espoir à tout le monde. Ici, toute dernière question avant de laisser la parole au public pour un échange de questions-réponses. Pour Joanne Cornette, Sergio Pezzo indique quand même un enjeu qui est extrêmement important et qui est déjà là. C'est pas il va arriver, il est déjà là pour les prochaines années. C'est l'enjeu des big data, l'enjeu des données en extrême grand nombre. Je suis assez inquiet parce que tout à l'heure, vous nous disiez, Jean-Jacques Romatel soulignait, en France, attention, on est en train de prendre du retard, mine de rien, en matière de télémédecine et de télésanté, surtout lorsque l'on voit ce qui se passe à grande échelle maintenant dans d'autres pays. Vous avez introduit la notion de M-santé, de santé mobile. Alors là, c'est encore un échelon dans lequel on n'a même pas mis le premier du doigt de pied, j'ai envie de dire. Et cet enjeu, il est à peine arrivé que vous arrivez avec un autre enjeu qui est celui de big data. Et ça, il faut qu'on comprenne aujourd'hui que l'enjeu, il est déjà là. C'est pas à venir, c'est aujourd'hui. Je suis fasciné moi-même. Je suis fasciné parce que je disais un exemple avant, je répète l'exemple, mais c'est important. Le système de santé, nous tous, on a millions de data. Alors, ça reste, il dort. Cette data peut être utile pour le diagnostic ou pour la thérapie. L'exemple que je disais avant, je répète parce que c'est un bon exemple. À Girona, on a fait un screening, on sait combien des habitants on peut avoir démence. Et alors, on dit, écoutez, imaginons-nous qu'à Girona, il y a par exemple 5000 habitants qui doivent avoir démence. Parce que c'est big data. La démence, la sénilité ou type maladie d'Alzheimer. Alors, si seulement on a repéré 2500, il y a 2500 qui ne sont pas là. Ils sont dans, et personne ne se rend compte.
Alors, Big Data nous aide à trouver ça, qu'il y a cette différence, et alors chercher des patients qui ont des difficultés et on ne sait pas encore. Mais en même temps, c'est important le suivant. Un exemple, il y a un exemple que je suis fasciné aussi, c'est IBM a lancé, c'est pas marketing, excusez-moi, c'est IBM, qui a lancé Dr. Watson. Dr. Watson, c'est un supercomputer, Blue Computer, où après 10 ans de recherche, ils sont capables de faire avec le docteur, la question qu'on pose au patient, c'est la machine qui apprend ces données, aussi donner des analyses cliniques, comme ça, de blood test, non? Et toute la partie d'image. Et le computer dit orientation diagnostique. Mais elle est fait sur la base de big data, avec une base de données extraordinaire de millions de cas. Et alors, c'est dans ça. Une fois cet ordinateur, ce supercomputer, donne cette orientation diagnostique, le docteur doit décider, c'est lui qui décide. Mais une fois c'est décidé, il fait une recherche mondiale en 6 secondes, sur ces maladies concrètes, qu'est-ce qu'il y a de recherche jusqu'à présent, mais pas avec PDF, qu'il faut lire le soir chez toi. Non, c'est sémantique, comme disait. Et que alors on dit, en Sud-Corée, il y a eu des patients comme ça, avec ce diagnostic, on a fait ça, il marchait bien. On a fait le même à Toronto, on a fait ça. Alors, toutes ces recherches amènent le docteur à avoir un pouvoir énorme comme docteur. On peut voir le contraire. Non, c'est que le pouvoir qui peut avoir des informations qui ne peut pas, parce qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on a avec une société si rapide, il y a tellement de recherches, des choses qui changent, qu'aucune personne humaine peut avoir ça en soi-même. Et ça, c'est le big data qui va aider beaucoup dans le diagnostic et aussi la thérapie. Les big data aujourd'hui peuvent nous conseiller d'acheter un pull de couleur rouge à tel endroit parce qu'ils nous ont vu passer je ne sais combien de fois dans la rue devant le magasin et aimer les couleurs rouges et chercher sur Internet. On peut supposer que demain, ils nous aideront peut-être à mieux vivre, en tout cas à prendre notre santé en charge de manière différente. Merci en tout cas à tous nos invités aujourd'hui. On peut les applaudir pour cette belle représentation européenne autour de cette table ronde.